Hey, what's up, guys? Yellow Sea Podcast, je suis votre host Ray Antonio, le podcast le plus diversifié en entrepreneuriat et je vous amène des hustlers de partout de la planète, comme vous allez voir avec mon prochain invité, Jibeli Guerreau. C'est qui? Tout d'abord, c'était mon courtier hypothécaire. À cause de lui, j'ai ma maison de rêve. Mais on l'invite, puis en ce moment, on parle de son nouveau projet qui est la Chambre de commerce du Canada en Côte d'Ivoire. Il nous parle d'investissement et de développement des affaires, opportunités en Côte d'Ivoire. Ensuite de ça, on parle de vraiment des opportunités pour Black Box Media se rendre là-bas. Puis ça, c'est applicable pour tous les médias si vous voulez faire de l'argent là-bas. Et finalement, c'est quoi la transition de quelqu'un qui habite ici au Canada puis qui décide de changer à un autre pays comme en Côte d'Ivoire? Comment il a vécu ça avec sa famille? Donc, c'est qu'est-ce que vous allez voir dans le prochain podcast. Donc, est-ce que vous êtes prêts? C'est beaucoup, beaucoup enrichissant en éducation. Puis vous allez voir, si vous avez des opportunités de faire en Afrique, ça, c'est l'épisode pour vous. Et c'est un autre Yellow Sea Podcast, Take Two. Puis regardez, aussi naturel maintenant, j'ai le pitch. Donc, mon prochain invité, c'est mon courtier hypothécaire, lui qui a réussi à trouver ma maison de rêve. Mais ensuite de ça, c'est le cofondateur, directeur stratégie de chez La Joie. Vous allez comprendre c'est qui La Joie. Et finalement, son nouveau titre, nouvellement apparu sur LinkedIn il y a quelques jours. C'est pour ça qu'il est au Canada. Exclusivité, guys, ici, là, Yellow Sea. Genre, secrétaire général de la Chambre de commerce Canada et Côte d'Ivoire ici. Vous allez écouter ce podcast, vous allez faire l'investissement et du développement en Afrique, Côte d'Ivoire, avec Jibeli Guerreau. Welcome, my man. Welcome. Merci à toi. Merci de l'invitation. Écoute, depuis Abidjan, je t'ai appelé. Ouais. Je t'ai dit, il faut qu'on se voit. Oui. Et là, aujourd'hui, on se voit. Et je suis vraiment content d'être là avec toi. Et félicitations déjà pour ton équipement. Hein. Merci. Classique, comme tu as dit, clean. Et ça fait en gros, c'est du gros budget avec toi. Et le service et la qualité après derrière, c'est impeccable. Félicitations. Regarde, deux choses que moi, tu sais, ma mentalité. Regarde, moi, je suis un marketeur. Puis quand j'ai lancé ça, je voulais, mon but, c'était de comment je peux me démarquer comme marketeur. Parce que tous les marketeurs, en ce moment, les agences marketing, les services qui offrent, c'est on est des experts en Facebook Ads, en Google Ads, en Dis Ads. Ils font tout. Mais je me dis, moi, c'est ça que je fais à la base. C'est ça qui m'a permis de me rendre ici. Si je me rappelle très bien. Exactement. Très bien quand j'ai fait ton dossier hypothécaire. Exactement. Tu as tout vu ça, là. Ouais. Puis, je me suis dit, regarde, si je continue dans cette direction-là, je me démarque pas. C'est le même pitch. Fait que je me dis, laisse-moi essayer de faire quelque chose de complètement différent qui va pouvoir vraiment amener la même valeur, visibilité, lead gen, marketing, mais qu'un outil que personne a. Absolument. Je me dis, je vais bâtir un réseau médiatique. Puis on est allé vers le podcast, puis regarde ce que ça donne maintenant. Et franchement, félicitations, parce que c'est clair que moi, de la Côte d'Ivoire, je te suis. Et je vois ce que tu fais. Félicitations. Parce qu'en gros, la qualité de tes interviews, c'est ça qui a fait la différence aussi de qui t'es. Parce que la manière que tu amènes tes personnes, tes invités à se dépasser, ça montre aussi derrière que tu vas chercher quelque chose de différent. Tu vois, et félicitations pour ce que tu fais. Parce que concrètement, je suis très honnête avec toi, un entrepreneur, s'il ne se différencie pas, s'il ne met pas quelque chose de différent dans ce qu'il fait, s'il ne se donne pas à fond, il va échouer. Et toi, tu n'échoues pas, tu avances et félicitations. Merci. Puis il y a un côté d'obsession aussi où est-ce que tu parlais de l'équipement. Ouais. Mais je pouvais pas. Comme on avait une caméra avant, il y avait tout plein de bugs. Puis je me suis dit, regarde, si je m'en vais, à la prochaine étape, il faut que je dois normaliser toute la game. Les mêmes mics, les mêmes caméras, combien ça coûte. J'ai vu la facture, je suis comme, let's go, regarde. Ouais. Tu as juste une chance de faire les choses. Ouais. Maintenant, c'est difficile quand même un entrepreneur. Quand tu vois des factures, souvent. Prendre des décisions, je vais pas, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va pas fonctionner. Donc tu vois, il y a un petit gosse là qu'il faut avoir, tu vois. Et c'est le petit gosse là qui t'amène à faire autre chose. Et si tu l'as, tant mieux. Mais si tu l'as pas, ce sera très difficile, tu vois. C'est pas pour tout le monde. Ouais, c'est vraiment pas pour tout le monde. Et je pense que je suis rendu à 8 ans dans la game entrepreneuriat. Ouais. Écoute, moi déjà que je t'ai connu à l'époque, avant cette prise, tu disais que tu me disais, c'était difficile, tu croyais pas que j'aurais pu faire ton dossier. Et c'est ton dossier hypothécaire pour acheter ta propriété. C'est ça, en fait, l'idée. C'est que quand tu es venu me voir à l'époque avec ta femme, tu avais en gros ce sentiment-là que, peu importe, ce serait la même chose. Tu es parti voir d'autres institutions financières. Exact. J'aurais pas pu avoir. Et donc, tu es venu, certes, tu croyais, mais tu ne croyais pas en même temps. Et c'est ça qui a fait la différence aussi avec le challenge. Moi, quand j'ai récupéré le dossier, c'est un challenge. J'ai travaillé sur le dossier, je me rappelle, c'est l'ingénierie financière que j'ai fait avec toi, dans le sens que je travaillais, tu étais jeune entrepreneur, tu commençais aussi, je me rappelle bien, comme marketeur, tu avais 4 ans, tu avais un bon dossier de crédit et je ne comprenais pas le pourquoi.
Pourquoi ça ne fonctionnait pas? Mais donc, du coup, j'ai essayé de reprendre le dossier, de revoir les erreurs. Et après, derrière, c'était simple comme l'eau de pluie. J'ai présenté le dossier et après, c'est approuvé. C'est aussi simple que ça. C'est de l'accompagnement qu'on fait. Puis tous les jours, là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On fait de l'accompagnement. L'excellence. L'excellence. Et c'est hyper important. Comment se démarquer? Mais tu vois, c'est là que moi, je ne comprenais rien à le domaine du courtage hypothécaire. Mais quand toi, tu me présentais le dossier, tu m'as expliqué exactement. Absolument. Et ça, j'ai pris le temps aussi de t'expliquer. Parce qu'il faut que tu comprennes mes étapes, comment je vais fonctionner. Tu vois, quelles difficultés que je peux avoir aussi. Et comment la banque pourra me poser, quel genre de questions qu'ils pourront me poser. Et pour après, derrière, avoir la vraie information et la bonne information. Et comment après présenter ça à la banque. Parce que c'est les banquiers, là, ce sont des gens qui veulent que ton dossier à fond fonctionne. Maintenant, l'idée, c'est qu'eux, il y a plusieurs critères, plusieurs paramètres qu'ils ont en main. Et en fonction de ces critères et paramètres, ils mélangent tout. Et après, ils trouvent la bonne situation pour minimiser leur risque. Tu vois, et toi, si on arrive à présenter le dossier de telle manière et puis ils voient que le risque est minimisé, ils y vont. Parce qu'ils veulent financer. C'est comme ça qu'ils se font de l'argent. Ils veulent juste avoir vraiment une garantie que tu... Ils veulent avoir une garantie. Mais c'est toujours la même gimmick. Hein. Je vais te raconter après qu'est-ce qu'on fait en Côte d'Ivoire. Mais c'est toujours la même chose. À savoir, pour qu'une banque accompagne, il faut que derrière les critères soient respectés, il faut que derrière le risque soit minimisé. Et après, la banque accompagne. Parce que la banque, l'existence même d'une banque, c'est d'accompagner les entrepreneurs comme toi. Surtout qui ont de la gosse comme toi, tu vois. Puis, comme je te dis, ça a été une grosse transaction. C'est la plus grosse transaction de ma vie. Puis, de ce jour-là, quand je me réveille tous les jours, quand je me retourne à la maison, je suis fier. Et il pense à moi tous les jours. T'imagines ça? Tous les jours, je suis fier. Je suis comme, fuck, check où j'habite. Genre. Pour moi, c'est encore, c'est pas normal. Je suis comme, fuck, qu'est-ce que je fais ici? Check qu'est-ce que je vis. C'est comme, qu'est-ce qu'on fait? On lance des studios de podcast. C'est qui fait ça? Il n'y a personne qui fait ça encore avant d'avoir une sécurité, tu sais, vraiment. Absolument. Mais merci, gars. C'est une belle introduction, en tout cas, merci. Vraiment, ça, c'est... Yelp Review, là, 5 étoiles. Ça fait combien de temps, déjà? Ça fait combien de temps que je t'ai accompagné pour le financement? Ça fait, on est rendu peut-être à regarde, 2019. Ouf! Hey, what's up, guys? Tout d'abord, je voudrais remercier à tous nos followers, tout le monde qui prend le temps de nous écrire des messages, de follow, de partager, de like, de commentaires et de tout. Vraiment, on les prend de tout. Puis grâce à vous, Yale aussi podcast est en train de devenir vraiment un podcast sérieux dans la game d'entrepreneurs, hustlers ici au Québec. Donc, n'oubliez pas de continuer à partager le message. Yale aussi podcast, follow us. On est disponible partout. YouTube, Spotify, Apple, Instagram, TikTok, Facebook. Des fois, vous allez voir sur LinkedIn, comme celle-là que vous allez voir avec Ghibli. Donc, vous êtes prêts pour ça? Merci à tous. J'apprécie beaucoup l'amour que vous nous donnez. Thanks, guys. Non, il faut dire d'autres choses aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Yo, on était déjà sur le dossier, on a signé en novembre 2019. Puis, la maison, on l'a négocié vraiment à la baisse. Ouais. Ah. Bro, il n'y a personne qui a calculé 2020. La maison de ce jour, après ça, là, on était comme, c'est quoi ça? La pandémie, c'est comme, ouh, le gros virus méchant, mais il y a du monde qui ont cake. Ouais. Puis on est comme, la transaction a eu lieu au meilleur moment. Au meilleur moment. Et ça a été mon meilleur investissement à vie. Parce que, regarde, en ce moment, la maison est comme doublée. Ça a pris beaucoup de valeur et actuellement, si tu vas te faire refinancer, tu peux réhypothéquer ta maison, tu peux récupérer l'argent, tu peux financer tes beaux trucs, ton investissement d'entreprise et tu peux utiliser ta maison comme un effet de levier pour financer ton entreprise et vice-versa. Et c'est ça, en fait, qui fait que l'immobilier aussi prend de la valeur. Et ça donne quelque chose d'important. Check ça, gars. On va parler après ça d'abord. On s'en va au prochain niveau, mais merci beaucoup encore une fois. Donc, courtier hypothécaire, ça, c'était vraiment le témoignage. Merci à toi. Je vais te donner le petit clip de ça, comme ça, tu vas utiliser. Regardez, guys, on close les deals impossibles. Mission impossible. That's it. Mais là, depuis le courtage, j'ai fait beaucoup de choses. Ouais, non, t'arrêtes pas. Là, beaucoup d'autres choses. J'essaie de te suivre. Je suis comme, le gars, il est allé de courtier hypothécaire à... Il est rendu en Afrique. Est-ce que tu es parti en Afrique parce que tu étais déjà en développement, tu avais déjà une ambition d'aller là, ou comme la pandémie, tu as vu que, ce pays-là est en train de fermer, puis peut-être là-bas, j'ai peut-être... comme ça, la pandémie, il y a deux types de personnes qui ont été impactées par ça. Soit tu t'es laissé tomber parce que, oh non, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, ou soit tu as pris la vague. Yeah. Puis est-ce que ça a été vraiment une de ces raisons-là? Parce que je pense que c'est parti durant cette période-là environ. En fait, je suis parti effectivement durant cette période, en 2020. Okay? Mais ce que tu poses, c'est une super belle question, je t'avoue. Parce que quand j'étais parti, je suis parti de la Côte d'Ivoire en 1998, tu vois. J'avais 18 ans à l'époque. Okay?
Et quand je suis parti, j'étais parti pour apprendre, pour me former. Okay? Avec toujours cette envie de revenir en Côte d'Ivoire pour apporter quelque chose dans mon pays natal. Nice. Parce que pour moi, c'est hyper important de prendre quelque chose à l'extérieur, d'apprendre et de revenir et après de contribuer au développement. Ça, c'était ma mission. Maintenant, la vie a fait que 20 ans plus tard, j'étais toujours à l'extérieur. Je construisais aussi une entreprise, c'est dans ce sens-là qu'on s'est connus. Et cette entreprise, c'était une entreprise à succès. Je travaillais bien, j'avais des collaborateurs, j'avais des amis aussi. Et j'ai même rencontré ma femme ici, qui est pas ivoirienne. Donc automatiquement, il y a toujours, vous savez, comme une personne de la diaspora, l'idée de je vais pas, qu'est-ce que je fais? Okay, qu'est-ce que je fais? Et j'avoue, j'ai créé, effectivement, je partais souvent quand même en Côte d'Ivoire. Okay? Parce que j'étais quand même intéressé à comprendre comment le marché évoluait là-bas et voir s'il y avait d'autres types d'opportunités. Et à l'époque, on a créé une entreprise, en gros, avec Galerie Financière, toujours, avec Samara, quand on travaillait beaucoup. Samara Archange, en gros, qu'est-ce qu'on faisait? On finançait des étrangers à pouvoir acheter de l'immobilier ici, au Canada. Okay, donc, on faisait un accompagnement personnalisé. C'est-à-dire, on partait en France, on partait aux États-Unis et on partait aussi en Côte d'Ivoire. Okay? On partait en Côte d'Ivoire, on trouvait des investisseurs là-bas qui étaient intéressés à financer, à avoir des propriétés ici au Canada. Donc, automatiquement, on les finançait avec la banque canadienne. Et on les faisait acheter de l'immobilier ici, au Canada. Et on faisait de l'accompagnement. On faisait un accompagnement VIP. On faisait de la gestion immobilière. On faisait vraiment toutes sortes de choses pour que derrière, ces investisseurs étrangers qui avaient quand même une forte capacité financière, on les faisait intégrer ici. Donc, du coup, automatiquement, ils venaient investir sur le marché canadien. Et ça fonctionnait. Je vous avoue, ça fonctionnait beaucoup. Je partais en Afrique. Et il y a beaucoup de Canadiens, beaucoup d'entrepreneurs canadiens qui me posaient la question, mais comment tu fais pour partir en Côte d'Ivoire et te débrouiller là-bas comme si c'était simple, des choses comme ça. Et c'est dans ce sens-là que qu'est-ce que j'ai fait? En 2019, toujours avec Samara, on a créé DACA, pour Délégation d'affaires Canada-Afrique, pour vraiment accompagner, je dirais, des Canadiens, ou des gens aussi de la diaspora, qui voulaient repartir en Afrique pour investir. Donc, du coup, nous, on s'occupait vraiment de créer une route, un pont. De ce pont-là, on a organisé en 2020, le dernier événement en Côte d'Ivoire, avant la pandémie. On a organisé une grande conférence où il y avait à peu près une quinzaine d'entreprises canadiennes qui sont venues, qui sont déplacées en Côte d'Ivoire et ils ont rencontré à peu près 250 entrepreneurs ivoiriens. Wow. Et c'est donc même Steven Sarrazin, que vous connaissez sûrement, qui est un inspecteur, un inspecteur ici en bâtiment, qui travaille très bien. Il est venu en Côte d'Ivoire avec moi. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a toutes ces entreprises qui sont arrivées en Côte d'Ivoire. Quand ils ont vu effectivement les opportunités qu'il y avait, elles se sont dit « Oh, waouh, c'est vraiment réel. Il y a quelque chose qui se passe en Afrique. » Et le quelque chose qui se passe en Afrique, je peux vous dire, la majorité des gens ici ne savent pas c'est quoi. Mais tu sais, je pense que c'est fou parce que je trouve ici que tu vraiment les Africains ils ont beaucoup de richesses. Absolument. J'ai remarqué que tu vraiment, si on, pas pour faire des divisions ou sinon séparer, mais on va dire comme plus côté haïtien, puis on dirait comme la mentalité africaine est un peu différente. Où est-ce qu'il y a beaucoup de... Définitivement, malheureusement, on a deux cultures différentes, même si effectivement on vient tous de la terre, de la même terre qui est l'Afrique, mais ils sont partis avec ce qui s'est passé. Mais en gros, nous, en Côte d'Ivoire, par exemple, et en Afrique en général, c'est clair qu'on vient différemment. On n'a pas vécu, en fait, au Canada. On ne vient pas du Canada, on ne vient pas de la France, on vient de l'Afrique. Donc, du coup, on vient avec les difficultés, nos défis de la Côte d'Ivoire, nos défis de l'Afrique. Et quand on vient ici, on n'a pas la même gosse, on va dire. On vient de loin. On vient de loin. Donc, du coup, quand on vient ici, on ne fait pas d'erreur, là. On essaye de maximiser nos chances. C'est pas facile, mais on essaye. On essaye. Et qui fait que concrètement, aujourd'hui, par exemple, les opportunités, qui fait qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour parler de la Côte d'Ivoire, on parle d'un taux de croissance depuis 11 ans, de pratiquement 8% de taux de croissance annuel. Ça, c'est une information importante pour nos éditeurs. C'est le seul pays au monde où il y a un taux de croissance depuis 11 ans de 8% en général. Pendant la pandémie, on était à 3% à peu près. Alors que dans tous les autres pays au monde, on parle de 1%, de moins et quelques. En Côte d'Ivoire, on parle de 8%. Et en plus, la jeunesse là-bas, il y a à peu près 60% de la jeunesse qui est
Bon, il y a 60% de la population qui vient de la jeunesse. Donc, il fait qu'aujourd'hui, il y a un dynamisme, il y a des opportunités réelles qui se passent et il y a de la place pour tout le monde. Et ce que je te disais tantôt, ce qu'on fait aujourd'hui, tu le fais en Côte d'Ivoire, tu réussis encore. OK, on dirait qu'on va faire ça. Je te conseille, non, regarde, tu me dis ça, je suis comme, OK. Mais qu'est-ce qui fait cette croissance de 8%? Quelles ressources étaient disponibles que peut-être il n'y avait pas la même opportunité dans les... Parce que Nigeria, c'est comme connu comme étant l'Europe, genre africain, que où est-ce que tous les riches viennent de là. Le Nigeria, c'est très simple. C'est la première économie africaine. Okay. C'est la première économie africaine. Mais il faut dire aussi que le Nigeria, ils sont pratiquement 100 millions d'habitants. OK, fait que ça, okay. La population combien en Côte d'Ivoire? À peu près 30 millions. Okay. Et il y a une grande différence là. Okay? Parce que quand on regarde maintenant en termes de PIB, produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse d'une personne, en réalité, la Côte d'Ivoire se place très bien. Aujourd'hui, tout le monde veut aller en Côte d'Ivoire. Il y a des opportunités en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui fait qu'effectivement, en Côte d'Ivoire, il y a des opportunités réelles? C'est quoi? Aujourd'hui, nous sommes les premiers producteurs de cacao. Okay. Ça, c'est très important. Premier producteur de noix d'acajou, très important. Premier producteur, troisième producteur de café, quatrième, cinquième producteur de DVA. Et la ressource première, donc, en fait, cacao, on peut dire? Oui, en termes de ressources premières, primaires, ça se passe en Côte d'Ivoire. Maintenant, le défi de la Côte d'Ivoire, c'est quoi maintenant? C'est la transformation. Parce qu'il faut maintenant que les usines se passent sur place. La matière première est envoyée. Et ça, c'est un gros problème. Fait que tu vas amener la transformation peut-être local. Un brand local. Local. Il faut maintenant que tout se transforme localement. Et ça, il y a des opportunités qui se créent. Parce qu'il faut savoir qu'on parle de 100 milliards, pratiquement, le marché du cacao, que vous mangez tout le temps. En Côte d'Ivoire, on est le premier producteur de cacao, à peu près 65% du cacao mondial, mais on a juste 10% du marché. Okay. Donc, ça fait qu'il y a un gros problème là. Il y a quelque chose à régler là. Donc, il fait que vous, en gros, entrepreneurs ou entreprises canadiennes, c'est maintenant qu'il faut trouver l'opportunité pour rentrer en Côte d'Ivoire, pour venir toucher ces opportunités, pour créer des usines sur place. Vous maîtrisez le marché après. OK. Question, c'est quoi le taux d'alphabétisation? C'est un super beau taux. En gros, aujourd'hui, c'est une donnée que je ne peux pas te dire parce que je ne maîtrise pas trop. Mais par contre, il faut savoir qu'il y a des écoles partout en Côte d'Ivoire. Chaque 5 km, il y a une école. Fait comment une bonne majorité des personnes qui sont éduquées dès non, c'est une très bonne Parce que ça fait une grande différence. Il y a une grande formation. En fait, pour revenir à ta question, on parle de chaque 5 km, il y a des hôpitaux, chaque 5 km, il y a des écoles. Et qui fait qu'aujourd'hui, la formation, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire est top. Parce qu'en gros, il y a eu quand même un gros investissement que le président a fait depuis les 10 dernières années. Et, excusez-moi, et il a ordonné, il a orienté et coordonné tous les leviers de la population, les leviers économiques pour pouvoir en gros faire un mouvement. On parle par exemple aujourd'hui de la formation, ça c'est très important, la formation technique. On veut trouver des gens qui travaillent et c'est dans ce sens-là qu'au Québec, on a beaucoup de liens de partenaires avec les universités comme l'ETS, comme Polytechnique, comme HEC d'où je viens, comme UQAM, comme UDM, comme les universités McGill en Alberta et à l'Ontario aussi. On a beaucoup de liens d'affaires où les gens qui viennent former techniquement pour que derrière, les Ivoiriens puissent travailler rapidement. Ça, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, en gros, on parle effectivement d'industrialisation. Là, aujourd'hui, le gouvernement ivoirien est en train d'investir beaucoup dans l'industrialisation. Okay. Donc, on crée des usines et on crée des usines. On parle d'outillage. Wow. On parle d'outillage. Il n'y a pas beaucoup d'outillage là-bas. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, même je suis ici au Canada, je vais comme rencontrer beaucoup d'entreprises pour pouvoir parler d'outillage. Venir mettre en place, effectivement, des home depot, comme on dit, là, de venir mettre en place des outils pour pouvoir donner ces outils-là, pas donner gratuitement, c'est venir faire de la business. En gros, pour que ces outils-là puissent en gros partager dans les industries, pour que les industries, quand une pièce casse, l'outillage est là. Donc automatiquement, la production ne s'arrête pas et ça continue. Il y a beaucoup d'effets de levier comme ça que le gouvernement a tapé là-dessus et qui fait qu'aujourd'hui, on est en croissance. Et malgré, il y a 10 ans en arrière, il y a eu quelques petits troubles. Malgré ces troubles-là, la Côte d'Ivoire est en mouvement et je suis très fier d'y aller. Et c'est dans ce sens-là pourquoi je suis parti. Okay. Et aujourd'hui, ça se passe super bien. Mais je peux sentir beaucoup dans vraiment comment tu partages l'information que je calcule ça, je suis comme wow, j'aimerais ça que mon pays aussi puisse avoir autant de ressources. Puis... Non, définitivement. Tu sais, c'est important de ce que tu dis parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, en 2050, le continent, la population africaine va doubler. Aussi simple que ça. Et cette population-là, n'oublions pas, comme j'ai dit, il y a à peu près 60 à 70% de la jeunesse. Donc, c'est-à-dire que le lendemain, là, ça se passe en Afrique. Aujourd'hui, au Canada, tu le vois, il n'y a pas beaucoup de gens dans la rue.
On vieillit beaucoup au Canada. Donc aujourd'hui, les entreprises canadiennes, elles ont besoin d'opportunités réelles. Okay? Donc si elles ne vont pas s'installer en Afrique, c'est compliqué pour elles. Là, tantôt, j'ai participé à une conférence à HEC. C'était sur le développement durable et l'impact des entreprises canadiennes en Afrique. Aujourd'hui, on voit que même les mines canadiennes, elles commencent en gros à perdre le marché. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a les BRICS qui sont là. Brésil, Inde, Chine, Russie, Afrique du Sud, ces BRICS-là, automatiquement, elles viennent prendre la place. Aujourd'hui, il y a les BRICS, la Chine, il y a les Chinois qui viennent proposer aux entreprises canadiennes d'acheter ces entreprises canadiennes qui font affaire en Afrique à cause de l'expertise. Et ces entreprises canadiennes, elles se posent la question si elles ne doivent pas accepter. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le gouvernement canadien n'investit pas à fond. Et c'est ça l'idée. C'est qu'aujourd'hui, il faut prendre sa place en Afrique. Et moi, mon objectif, c'est que le gouvernement canadien, les entreprises canadiennes puissent prendre leur place pour que derrière, la valeur canadienne aussi puisse se propager en Afrique. J'allais te demander, c'est quoi l'implication de la Chine? Parce que je sais que la Chine sont en train de mettre leurs yeux sur l'Afrique parce qu'ils voient ça comme le prochain... Infrastructure, beaucoup. Infrastructure, matières premières, parce que par exemple, pas de lithium. Les Tesla que vous roulez aujourd'hui, ici au Canada, aujourd'hui, le Tesla, c'est la première voiture vendue au monde. C'est une voiture qui est faite aux États-Unis, mais elle est fabriquée en Chine. La matière première, ouais. La matière première vient de Chine. Donc automatiquement, et cette matière première vient d'où ? D'Afrique. Et le lithium, il y a beaucoup de lithium. C'est ça l'idée. Beaucoup de lithium. Il y a la plus grande, le plus grand, je dirais, la plus grande mine même de cuivre qui a été découverte au Burkina, automatiquement. Et tout ça, tous ces partenaires-là, okay, quand ils viennent avec beaucoup de financement, ils viennent du cash. Okay? Donc, au lieu d'aller se battre sur le même niveau qu'eux, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ça je juste l'avoue, on doit faire les choses autrement. Et c'est dans ce sens-là que nous, aujourd'hui, c'est comme un entrepreneur, hein, gérer un pays, gérer, je dirais, de l'orientation, une politique, c'est comme faire de l'entreprise, faire de l'entrepreneuriat. Tu as un problème, qu'est-ce que tu fais ? Tu détournes le problème. Okay ? Donc tu te crées, on va dire, d'autres éléments, d'autres effets de levier qui vont te rattacher au continent. Si ce n'est pas les mines, mais ça peut être par exemple le digital, ça peut être par exemple ces genres d'équipements-là qu'on amène. Ça peut être par exemple la transformation agricole. Tu vas taper quelque part d'autre qui va pouvoir en gros recréer un élément fort avec les autochtones du coin, créer cet élément-là. Donc du coup, toi, en tant qu'entreprise canadienne, tu te positionnes et tu vas faire que de telle sorte que même avec l'argent qui est venu d'ailleurs, il y aura un lien tellement fort qu'il n'y aura pas de séparation possible. Et c'est comme ça que les entreprises canadiennes vont rentrer et vont perdurer, vont se démarquer. C'est exactement le mot. Entreprise, pensons entrepreneuriat. Je suis curieux de voir, vraiment, comme tu disais, comme Black Box Media pourrait s'en aller en Afrique et développer exactement ce modèle d'affaires-là. Ce modèle d'affaires, il fonctionnerait en Afrique. Aujourd'hui, par exemple... Nous, par exemple, de l'entreprise La Joy, pour parler de... En fait, c'est pas la joie, c'est la joy. La joy. La joy. Il y a un terme en Côte d'Ivoire, on appelle ça enjailler. Okay? Enjailler, ça veut dire être heureux, tu t'amuses. Okay? Parce qu'on mais ça ressemble joyeux. Comme c'est ça, c'est joyeux. Donc, c'est enjailler, tu vois. Et donc, du coup, c'est comme si on disait la joy, là, c'est enjailler, c'est comme c'est être heureux, là, tu vois. Et donc, du coup, nous, entreprise, on donne la joie, en réalité, à nos clients. Mais je voyais comme C'est exactement ça. Je voyais tu as quand même beaucoup de services sur ton site web. Est-ce que je trouvais que ça ressemblait vraiment à ce type de boîte-là, comme un McKinsey ici? C'est exactement notre objectif. C'est exactement notre objectif. Tu as tapé dans le mille parce qu'aujourd'hui, on fait de la consultation générale. On fait beaucoup de marketing. Quand je parle de marketing, c'est des stratégies. Okay? Stratégies d'affaires. Par exemple, il y a une entreprise canadienne qui veut rentrer en Côte d'Ivoire. Ils vendent un produit, ils vendent un service ici. Comment rentrer en Côte d'Ivoire ? Par quel bout prendre ? Donc, on fait une analyse de marché sectorielle et on détermine effectivement les positifs et les négatifs et comment cette entreprise-là peut se positionner pour taper fort. Ça, c'est notre marque de commerce. On accompagne des entreprises canadiennes et même, on accompagne aussi beaucoup d'entreprises ivoiriennes pour se démarquer. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en plus de ça, on ajoute aussi des outils digitaux. Okay, parce que la transformation numérique en Afrique aujourd'hui, c'est va faire toute la différence. Vous ici, par exemple, au Canada, la transformation numérique vous a permis effectivement d'avoir des données qui va permettre effectivement de donner, par exemple, un service spécifique à un client spécifique. Parce que avec les données que vous avez,
vous minimisez, par exemple, l'investissement Facebook parce que vous savez que tel type de personne peut avoir tel type de choses. Et ça, c'est ce qu'on est en train de construire en Afrique actuellement. Les données, l'accès aux données. Ouais, le big data. Le big data. Big data, c'est... Et après, faire du BI, faire de l'intelligence artificielle, c'est exactement ça qu'on fait aujourd'hui dans notre entreprise. En gros, tu vois, le courtier hypothécaire, il a transformé. Là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis adapté à mon marché. J'ai appris, je me suis formé, et j'ai appris. Et là, maintenant, aujourd'hui, on accompagne pas mal d'entreprises. On fait des entreprises, par exemple, en immobilier. On accompagne les entreprises en immobilier. C'est-à-dire qu'on ne va pas vendre des propriétés pour eux. Mais par contre, on travaille sur leur stratégie pour accroître leur clientèle. On travaille avec des entreprises qui font de l'innovation. On travaille avec des industries, par exemple, de cacao, qui veulent se transformer. Ils nous appellent et puis on les accompagne dans la transformation digitale. Donc, il y a plusieurs sortes de services qu'on propose. Et surtout, le meilleur des services, c'est lequel? C'est qu'on accompagne les institutions financières. Ouh. Ça, c'est top, ça. Ça, c'est le top. Parce que c'est top. On a pris le même modèle ici, on l'exécute là-bas. OK, intéressant. Hold that thought. Guys, vous savez déjà le lubrifiant le plus social qu'il y a ici. Puis cet été, ça va être chaud avec Rosemont. En ce moment, je suis en train de vous inciter vraiment à aller découvrir le rhum à l'ananas si vous ne l'avez pas encore fait. Parce que c'est un de mes préférés. Néanmoins, il y a aussi des prêts à boire que si vous êtes vraiment côté festival, parce que vous savez déjà que Montréal, c'est chaud festival, allez acheter les prêts à boire à la sac de Rosemont. Il y a du Montreal Mule, il y a du Mojito, il va avoir le Rum Punch et finalement, il va avoir le Margarita. Boum, vous voyez, il y a tellement de choix que j'oublie des fois, mais supporter Rosemont, c'est supporter Yellow Sea Podcast. Donc, retournons à notre super épisode Développement en Afrique. Non, ben, je pense que tu es allé directement à la source avec les banques. Puis absolument. Ça, c'est genius, là. Non, si. Parce que tu sais, les banques, tu es d'origine nicaraguayen. J'imagine que, par exemple, chez toi, OK, bon, je sais pas, je t'avoue, je connais pas ton pays, pour les institutions financières, mais chez nous, il n'y a pas beaucoup de banques. Okay? Les banques se retrouvent dans des centres-villes où il y a de la business. Mais par contre, le territoire est vaste. Là. Mais les banques ne vont pas là-bas. Qui fait que concrètement, il y a des endroits où les gens n'ont pas de compte bancaire. C'est dans ce sens-là qu'il y a à peu près 20% de la population ivoirienne qui a un compte bancaire. Et les 80 autres %, ils n'ont pas de compte bancaire. Fait qu'ils n'ont pas accès au crédit, ils n'ont pas accès au crédit, ils n'ont accès à rien. Mais malgré ça, ils fonctionnent. Et malgré ça, ils cartonnent. Oh, OK. Maintenant, comment utiliser le système aujourd'hui pour encore les faire plus cartonner? Je t'explique une petite étude, ça c'est un peu théorique là. Étude de la Banque mondiale. Okay? La Banque mondiale dit quoi? Pour qu'un pays puisse effectivement atteindre toutes ses capacités, il faut que le taux de croissance soit toujours de 8 à 10%, comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut aussi que la population, il faut à peu près 80% de la population du pays qui ait accès à un compte bancaire. Nous, on est juste à 20%. Donc, si je regarde un peu, malgré qu'on soit à 20%, on cartonne. Et imagine qu'on sera à 80%. La Côte d'Ivoire va se lever, là. Wow. Et c'est ça mon objectif, en fait, en réalité. Mon objectif aujourd'hui, tu vois, quand tu m'as connu, j'étais courtier hypothécaire. Qu'est-ce que j'avais ici? J'avais une entreprise qui s'appelle Galerie Financière. Tu venais me voir, j'avais accès à plusieurs banques de mon système. Et en réalité, tu n'étais pas venu voir une banque, tu es venu voir Belly Guero. En réalité, c'est exactement le même système. Imagine maintenant, tu crées l'outil, qui est la plateforme digitale, que je connecte directement avec la banque. Et qui fait que moi, Belly Guero, j'ai accès aux services bancaires comme si j'étais une banque, mais en réalité, c'est mon argent qui est à l'intérieur, ce sont mes employés qui sont là, et à chaque fois que je fais une opération, ça impacte directement la banque. Du coup, je viens de franchiser la banque. Je comprends. Et c'est le modèle qui n'existe pas qu'on vient de créer en Côte d'Ivoire. Est-ce que les banques canadiennes sont ouvertes à le développement là-bas? Ça tombe bien parce que je ne travaille pas avec les banques ivoiriennes et canadiennes. Bon, ça, c'est pas notre objectif. Notre objectif, plutôt, c'est de travailler avec les banques ivoiriennes et les banques panafricaines. Aujourd'hui, en 2018, pourquoi aussi j'étais très connecté aussi en Côte d'Ivoire, il y a Ecobank, la plus grande banque panafricaine, nous ont contactés. Donc, du coup, on les a accompagnés dans leur modèle d'affaires. C'est ce modèle d'affaires qui s'appelle l'agency banking, la franchise de toutes les banques. Créer des agences externes à la banque. Ça veut dire que toi, Rinaldo, tu peux créer une banque, tu peux créer une agence bancaire, mettre
ta liquidité dans ton agence bancaire, prendre tes employés et travailler ou ouvrir les comptes bancaires d'une personne. La personne peut venir déposer de l'argent dans, dans son compte à travers toi et impacter directement son compte bancaire. Et qui fait que toi, tu agis comme une banque à travers, en gros, à travers tes services que tu proposes. Maintenant, la limitation, c'est quoi? C'est que tu vas fonctionner en fonction du cash que tu es capable de mettre. C'est du prépayé que tu fais. Tu comprends? Imagine que tu ouvres ton compte, tu mets $100 000, ok? Et les $100 000, c'est dans ton compte bancaire à toi dans la banque. Okay? Et à chaque fois que moi je viens te voir, je viens pas voir la banque, je dis écoute, tiens $20, mets ça dans mon compte. Fait que tu prends $20, mais la banque prend tes $100 000 là, ils prennent $20 dans ton compte et ils mettent ça dans le compte bancaire de l'individu. Wow. Et à chaque fois que la banque fait ça, te donne une commission. Le modèle est simple. Je pourrais avoir une marge de crédit, je vais juste gérer sur la marge de crédit. Puis... Et en fait, c'est toi que moi je connais. Donc du coup, toi, tu vas te situer, tu vas te positionner dans des villages. Tu vas te positionner dans des villes, tu vas te positionner partout où la banque n'y est pas. Banque Mendoza, un petit village. C'est exactement ça. Et c'est exactement ça c'est ça que j'ai mis en place en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de banques qui sont intéressées. On accompagne des microfinances aussi. On va même dans des endroits où les gens ne connaissent pas la banque. Okay. On va dans des endroits et qui fait qu'on les éduque. Et ils viennent mettre de l'argent dans leur compte bancaire. Et c'est un business qui fonctionne. Oh, OK. Du coup, on devient banque là-bas, nous. OK. Et la vie est belle. Comment... c'est quoi l'influence de la crypto? La crypto, aujourd'hui, je dirais... Es-tu impliqué dans ça? Non, je ne suis pas impliqué dans la crypto. Mais par contre, en gros, je connais très bien la crypto. Okay? En Côte d'Ivoire, par exemple, tu vois, la crypto n'est pas encore... En fait, mais je dirais en Afrique, la crypto n'est pas encore, je dirais, rendue à un niveau où on peut... C'est comme vulgarisé. Okay? Il y a quelques personnes qui ont des comptes, qui ont des cryptos. Okay? Beaucoup le Nigeria aussi qui se développe parce qu'eux, ils ont accès quand même à un système qui n'est pas le même que le nôtre. Okay? Mais en Afrique de l'Ouest, il y a très peu de gens qui utilisent la crypto. Ils font la crypto par des intermédiaires, des choses comme ça. Mais par contre, dans le day-to-day, on a d'autres types de priorités actuellement. Okay? Parce que les gens, encore, ils ne sont pas dans le digital. Ouais. OK, fait que c'est trop loin digital, encore. Là. C'est trop loin, là. C'est trop loin. Donc, il fait qu'on essaie de faire autre chose. Et puis, surtout, on s'adapte aux réalités de terrain. Parce que l'idée, et ça, c'est l'erreur. Hein. C'est l'erreur que les grandes puissances font ou les grandes entreprises font. Ils ont une idée, ils ont leur service, ils ont leur produit, et ils prennent le même produit, et ils vont là-bas, et ils disent, utiliser ça, c'est la meilleure chose, sans obligatoirement s'adapter au terrain. Et nous, notre rôle à nous, c'est que, tu vois, cette adaptation-là, ça, c'est notre rôle à nous. En gros, avec l'entreprise de la Joy, on les adapte pour que le produit puisse se déployer en Afrique de la bonne manière. Mais par contre, il faut changer le produit souvent. Okay. C'est ça l'idée. Je vois, regarde, j'aime le concept de la banque. Ça, oui, parce que je suis en train de passer dans mon pays aussi. Est-ce que ce concept-là pourrait passer? Puis... Ça peut passer de partout. Okay? Parce qu'aujourd'hui, si l'Afrique le fait, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Tu comprends? Même si en Afrique, on est super bon, on est super doué, je pense que tout le monde peut le faire. Tu vois, parce que l'idée, c'est que dans tous les pays, je dirais, en voie de développement, parce qu'on ne va pas faire le même chemin que les autres. Tu vois, ne prenons pas le même chemin que, par exemple, les États-Unis, que le Canada, ou même que la France, ou que la Chine. Nous avons notre propre chemin. Okay? Et je dis toujours, par la formation que maintenant, c'est accessible à tout le monde, même à la personne qui est au village, c'est accessible à ça. Donc, du coup, ces personnes-là, avec la formation qu'ils ont, et avec leur réalité de terrain, ils arrivent à créer des choses. Et c'est ça, en fait, l'idée. C'est qu'aujourd'hui, on parle de débrouillardise, mais en fait, c'est un système de développement durable. Parce qu'eux, ils arrivent à récupérer, en gros, des choses, la formation qu'ils ont, avec les choses qu'ils ont, et puis ils créent des nouveaux métiers. Ils créent des nouveaux produits. Et ces nouveaux produits-là, aujourd'hui, ça transforme la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, on a 8 à 10% de taux de croissance. Intéressant. Puis, OK, pour changer peut-être, on dit, dans une autre orientation. Oui. Quelque chose qui est une vague là, qui est en train de vraiment frapper dur l'Amérique du Nord, sinon ici même Montréal, en termes de Montréal connu comme une ville nightlife, le afro, la musique afro, là, ça a été vraiment comme nous détrôner d'une certaine façon, vraiment le dancehall, puis là c'est rendu l'Afrique. L'afrobeat. L'afro-house. Ça ressemble à quoi là-bas, genre cette ambiance-là? Bon, tu sais, la Côte d'Ivoire, on aime danser. Hein. Yeah.
C'est en Côte d'Ivoire, Magic System, bon ça moi je suis un peu vieux, Magic System c'est... As-tu des moves à nous présenter? Non, j'ai pas beaucoup de moves parce que je sais pas danser, mais par contre, tu vois, l'afrobeat aujourd'hui, ok, et puis moi je suis très fier de ça, hein, tu sais, parce que il y a comme quelques années de cela, la musique africaine n'était pas connue, tu comprends? Et c'est une manière, tu sais, la culture est hyper importante chez nous. Tu vois, la culture, ça passe par l'art, ça passe par la danse et ça passe par la nourriture, tu comprends? Yeah. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ok, cette culture-là est mise en avant. Et c'est par cette culture-là qu'on arrive à atteindre en gros, d'autres types d'investisseurs. Parce que regarde, j'ai un partenaire ici qui s'appelle Guy Moucha Galoussa, qui a une galerie d'art ici à Saint-Denis. Il a un projet très simple. Okay? Par la culture, okay, il va créer des ponts entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Par la culture, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comme aller d'ici quelques mois en Côte d'Ivoire avec 5 artistes québécois, okay, qui vont s'enfermer avec 5 artistes ivoiriens dans une salle, dans une villa, okay, une villa à Sini. Le cadre est magnifique. Et pendant une semaine, ils vont former, ils vont créer et ils vont co-créer. Est-ce que tu sais c'est qui les 5 artistes d'ici? Je n'ai pas le droit pour le moment de dire. Okay, okay. Je n'ai pas pour le moment le droit de dire. Mais par contre, en gros, ils vont co-créer avec la musique, avec de l'afrobeat, avec de la musique ivoirienne, avec la musique québécoise. Ils vont co-créer quelque chose de magnifique. Parce que c'est un phénomène que j'ai remarqué du afrobeat, contrairement parce que, on parlait dernièrement, on est beaucoup dans côté musique, culture, vraiment, la discussion qu'on a, vraiment surtout même la culture latino ici. Puis quelque chose que j'ai remarqué du afrobeat, contrairement à peut-être dans le temps, vraiment d'autres cultures de musique comme le hip-hop, le rap, puis aussi nos mentalités, nous, comment on était, qui était vraiment, c'était une mentalité dans back then, gangster rap, fait qu'il y avait peut-être ces actions-là qui pouvaient... cette mentalité qui pouvait se reproduire, mais je trouve que le afrobeat, en tant que musique, est plus rassembleur. En fait, l'afrobeat, c'est très simple. Pour moi, c'est vers ça que je vais aussi, comme tu dis. Là. Tout le monde danse l'afrobeat. Tout le monde est intéressé par l'afrobeat. Il n'y a pas de conflit. Tout le monde danse, tout le monde aime ça. Comme tu as dit, le rap, c'est très clivant. Tu comprends? Et puis, c'était une manière aussi de s'identifier comme... gens de la diaspora. Parce que c'était nous, les Blacks, on faisait quelque chose, c'était pour nous, et c'était à nous, ou bien c'était à tel que la salsa, c'était juste pour eux. Non. Alors que l'afrobeat, et je suis sûr que même il y a d'autres musiques aussi qui vont venir, chez toi ou bien comme chez moi. Vous savez déjà, cet été, vous devez avoir les meilleurs shades. Ils vont en avoir un peu partout, mais les meilleurs en ce moment dans lesquels nous autres, on est commandités, c'est iReligion. Donc, vous prenez un rendez-vous, allez voir l'expérience. De l'expérience que vous allez voir avec un styliste oculaire, ça va changer vraiment votre perception de c'est quoi vraiment avoir une paire de lunettes qui va vraiment fit votre personnalité cet été. La première impression est super importante. Donc, vous prenez un rendez-vous chez iReligion.com et utilisez le code promo YELLOW parce que vous allez voir, vous allez être gâtés, guys. Donc, on est fiers de supporter comme ils nous supportent. Et donc, retournons à notre épisode. Notre objectif maintenant, c'est de rassembler. Pourquoi? Parce qu'on veut, nous sommes des ambassadeurs en fait, en réalité. On veut que les gens adorent notre culture. On sait que c'est pas de la culture aussi que les gens ils vont venir investir chez nous. Les touristes, en fait, la volonté aujourd'hui, là, d'un point de vue, je dirais, mondial, c'est les clivages, là, tu vois, on a marre de ça, nous. Nous, la jeunesse, là, moi, je veux savoir ce que tu manges, moi. En plus, je veux bien manger ce que tu manges parce que j'adore la bouffe. Yeah. J'adore la danse. Donc, pourquoi créer quelque chose encore qui va qui fait du clivage? Non, notre objectif aujourd'hui, c'est de rassembler. Parce qu'on sait que derrière, c'est en rassemblant qu'on sera plus fort. Ouais. Parce qu'on a tellement de défis. Regarde, avec la Covid, c'était très difficile. Je suis sûr que ton voisin, tu lui parles maintenant avec ton voisin. Tu sais, parce que vous avez comme passé à travers quelque chose de difficile. Tu comprends? 100%. Et c'était très difficile. Et surtout ici au Canada, là, nous, la Covid en Côte d'Ivoire, il n'y en avait pas. Non, je t'avoue, il n'y en avait pas. Il y avait d'autres choses à se préoccuper. Il y avait d'autres choses, là, tu vois. Il y avait d'autres choses à se préoccuper. Et qui fait que, concrètement, la musique, la culture, là, maintenant, la tendance actuelle, c'est vraiment de rassembler beaucoup de choses. Et ça, moi, je suis dans ce mouvement-là. Puis on le voit ici aussi, puis je pense que nous, étant cette génération aussi maintenant plus milléniale, vraiment, où est-ce qu'on a cet établissement-là, on a les ressources, on a la maturité, puis on a connu les enjeux.
pareillement comme nous ici à Black Box Media, on peut genre vraiment diriger vraiment une prochaine vague. Puis ça, c'est une vague. Je trouve ça super cool que vraiment c'est une vague qui est rassembleur. Puis encore là, tu sais, nous autres, on écoute du Afrobeat, ça fait partie de la playlist. Absolument, c'est la playlist là, c'est comme évident, tu vois. Et moi, je vois même beaucoup de gens, beaucoup de Québécois, beaucoup de gens d'Amérique du Sud, beaucoup de Chinois, ok, qui commencent à danser et à chanter la musique africaine en afrobeat, des choses comme ça, et c'est super, tu vois. Quand j'ai vu un artiste japonais faire du c'est afrobeat. exactement sur TikTok là, exactement. J'ai vu un truc, ok, waouh, en plus il a des moves, tout ça. Il avait, je suis comme, ok. C'est tu fou, vois, hein? ils l'ont bien apprivoisé. Puis mais c'est quand même beau, hein. C'est quand même, je me rappelle à l'époque aussi, il y avait la musique qui vient du Japon, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Tu sais, il y a ma nièce, ok? Ma nièce, K-pop. Non, mais K-pop, c'est ça, Corée. K-pop. C'est Corée, merci, Corée. Ma nièce, elle me parle de K-pop. Je dis, mais de quoi tu parles? K-pop africain. Et puis elle me commence à dire, oui, mais tu sais pas, c'est la nouvelle tendance, tu verras, dans quelques temps, on va changer la K-pop africaine. Je dis, wouh, on est parti très loin là, tu vois. Mais c'est exactement ça, ce mélange de cultures là qui est important. C'est comment, en gros, avoir l'influence des gens. Et c'est par l'Internet, c'est par la communication, c'est par le marketing, et c'est par tout ça qu'on est capable de faire cette influence des gens. C'est super intéressant. Super cool. Comme moi, un de mes tops aussi, c'est Amapiano. Je connais pas. Tu niaises, attends. Excusez-moi. Je pensais que je m'avais comme. Attends, excusez-moi. Tu m'as le dit. Excusez-moi. Excusez-moi. Moi, ok, je suis actuellement très occupé par le travail. Du coup. Dans ton avion de retour, mets du Amapiano. Amapiano, tu peux voir la playlist, ok? Et on dirait que tu peux travailler sur ça, tu vas dans l'avion comme juste en train. Ouais. Sérieux? Mais attends, mais moi j'ai une question pour vous maintenant. Go. Quand est-ce que vous venez en Côte d'Ivoire? Dis-moi, je refais ma question. Pourquoi, ok, vous ne pensez pas que ça peut s'exporter votre travail que vous faites? Parce que vous savez, ce que vous faites là, ok, là vous venez de toucher un Ivoirien qui a une influence en Côte d'Ivoire, donc automatiquement ça peut être une opportunité pour vous. Maintenant ma question, je te retourne, c'est que tu es entrepreneur, qu'est-ce que tu penses de cette opportunité? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de dire « Ah, let's try it ». Regarde, nous, en ce moment, on est en train de bâtir une maison de production, une entreprise médiatique. Ça, c'est la prochaine étape. Mais dans la croissance, je sais que cette entreprise médiatique, elle va avoir un cap. Surtout vraiment ici, au Québec, Canada. Puis tu vas voir, il y a une petite parenthèse que je vais ouvrir dans pas long, mais... fait que par la suite, je me dis, comme entrepreneur, tu sais, vraiment, c'est où les opportunités de vraiment aller chercher plus loin que juste le Québec, Canada. Puis je me dis, si on peut développer une application, parce que ce que je remarque, les personnes qui viennent à notre studio, ils ont tous besoin de certaines choses. Ici, on fait de la production, mais on fait aussi de la post-production, on fait la distribution, on fait la consultation, on fait la monétisation. C'est super. Donc, on accompagne les créateurs de contenu avec ces 5 effectifs-là en incluant la production. Maintenant, je me dis, une des barrières que je remarque beaucoup, c'est l'investissement, parce que c'est dur à faire l'argent avec ça. Fait que c'est pour ça que j'ai développé vraiment cette branche de monétisation. On a réussi à monétiser, je connais la game, je suis bon en développement d'affaires, je peux closer des deals. Exact. Fait que je me dis, tu sais quoi, pourquoi pas avoir une application, j'aimerais ça la Black Box App, qui est ton producteur dans ta poche pour un créateur de contenu. C'est dans le fond ça. Et ça, il y a un réel besoin. Ça, je pense que du moment que j'ai cet outil-là, je viens de sortir d'ici, je viens de me plugger un peu partout. Absolument. Puis je pense qu'aller vraiment dans un lieu exactement comme la Côte d'Ivoire, je m'en viens là avec non seulement une expertise, avec en développer un nouveau créneau, mais là, j'ai une application que tout le monde va pouvoir télécharger. Toi, tu vas t'occuper peut-être d'aller chercher tous les plus gros influenceurs, des personnes avec des voix de toutes les catégories possibles. Absolument. On va plugger des brands avec ça. Puis cette application va exactement jumeler les créateurs de contenu, les marques. Puis là, il va y avoir un nouveau écosystème vraiment qui est dans le médiatique qui va pouvoir se développer et transpercer la Côte d'Ivoire jusqu'à le reste de l'Afrique. Écoute, moi, je te souhaite ça parce que concrètement, c'est le moment de se positionner. Hein, parce que le plus important, mais pour se positionner, il faut quand même avoir des reins solides. Okay? Et tu le fais très bien, tu le dis très bien parce que tu dois créer des valeurs à ton entreprise. Et ces valeurs-là, tu as cité 5 éléments et dans ton marché à toi, tu dois maîtriser ton marché à toi. Et quand tu vas maîtriser ton marché à toi pour bâtir en gros un élément solide ici, automatiquement, tu pourras comme tester des marchés. Okay?
tester l'Amérique latine, tester l'Europe, et après, pourquoi pas tester aussi l'Afrique. Parce que c'est clair que c'est un risque aujourd'hui, définitivement, mais un risque calculé. Le risque vient du fait que tu ne connais pas le marché. Okay? Et ça va te demander aussi effectivement un investissement. Donc, tu le fais très bien et je vois en toi effectivement un entrepreneur averti, dans le sens que tu maîtrises d'abord ton marché, tu consolides tes acquis. Okay? Une fois que tu consolides tes acquis, et après derrière, tu testes. Une fois que tu testes, une fois que tu vois que ça fonctionne, tu te crées un use case et après tu y vas. Tu exportes. Tu vois? Et c'est exactement cette stratégie-là que moi je te conseille aussi de faire. Et c'est ça les entrepreneurs. Puis je vais t'ouvrir la parenthèse que je t'ai nommée. Puis ça a été une découverte que j'étais aucunement prêt pour. OK. Quand j'ai commencé le podcast, j'étais un anglophone de base, mais... Tu vois, je t'ai connu, tu peux parler anglais à l'époque. Ouais, exactement. Ils m'emmerdaient avec yo, ma man. Where's my mortgage? Je dis mortgage. God damn it. Je dis hypothèque, il y a un mortgage. Je dis non, are you a mortgage broker? You know, c'est une hypothèque. On teste. Puis, on lance, je me dis, tu sais quoi, mon territoire est francophone. J'ai pas le choix d'aller francophone. Exact. Fait que je suis allé francophone, puis c'est là que j'ai développé mon podcast. Fait que je me dis, tu sais, je savais qu'il allait avoir une limitation d'aller en francophone. Être francophone ici au Québec, c'est ce que vraiment ton produit atteint vraiment la population québécoise. Fait qu'il y a un cap. Toutefois, puis grâce à un super outil que, regarde, il y a des bons puis des contre, mais TikTok... un des succès de TikTok, c'est que c'est capable d'aller viral très rapidement. Absolument. Puis Absolument. la façon qu'ils le font, c'est qu'une fois que vraiment un contenu va avoir du succès, il va juste se déployer. Puis, qu'est-ce que TikTok fait? Va se déployer à l'extérieur. Puis c'est là que tu peux aller chercher des millions de vues facilement ici au Québec. Parce qu'il va y avoir une saturation aussi de ton marché qui va écouter ça. Fait que TikTok va l'essayer dans d'autres pays. Fait que là, j'ai découvert la francophonie parce que quand j'ouvre vraiment mon application, mes stats, je vois la France écoute. Puis je vois la Belgique écoute. Puis là, il y a un clip en particulier il a atteint 4,9 millions d'écoutes. Il y avait 8% de 4,9 provenaient de la Côte d'Ivoire. Oui. C'est quoi le calcul derrière ça? C'est quoi Pas mal. Il y a 8%? 8% Côte d'Ivoire. Fait que je suis comme, il y a 8% de 4,9 millions de personnes qui ont vu ma face. Puis ont vu la face de mon invité. 4,8%? Ah ouais, tout ça de personnes? Yo, bro. On va faire un petit calcul, tu es balèze, savoir là. C'est quoi. Écoute, là, en gros, il y a des Ivoiriens qui vont écouter, là. Donc, c'est quoi ce TikTok, là, pour qu'ils écoutent un peu ton truc, là? Il y a aussi podcast. Voilà. Puis c'est là que j'ai découvert le marché francophone. Je suis comme, oh, wow. Regarde, puis quand je regarde les commentaires, la façon que les Québécois parlent, ça va avoir des expressions très uniques, là. Ouais. Mais eux autres... Excuse-moi, je veux dire... Non, exactement. Je peux pas dire ça, excusez-moi. Tu peux le dire. Non, parce que les gars, ils savent pas c'est quoi en Côte d'Ivoire, là, tu vois. Ils savent pas c'est quoi. Tu fais un t-shirt, ça dit tabarnak là-bas. Il y a personne qui sait. Une marque s'appelle Tabarnak en Côte d'Ivoire. Les gars, ça va cartonner, je te dis. Là. On va cartonner ça, je te dis. La marque Tabarnak. Non, écoute, le marché francophone, OK, moi, je te conseille d'y aller. Là. 392 000 personnes. Le 8% de la Côte d'Ivoire? Ouais. C'est chiffres. Ah, mais c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Fait que 392 personnes, qui est genre plus que mon marché latino ici, québécois, qui ont vu en Côte d'Ivoire notre contenu. Ouais. Fait qu'imagine-toi que tu répètes ce comportement-là, tu mets des hashtags. Fait que, tu sais, on peut arriver vraiment en Côte d'Ivoire puis déjà avoir une semi-petite présence. Non, en fait, le marché francophone, OK, n'oublions pas, il y a la Côte d'Ivoire, OK, mais il y a le Sénégal, le Mali, le Burkina, la Guinée. Ils étaient tous eux autres. Le Bénin, le Togo, tout ça là. Les îles, okay? les Guadeloupe. Les îles, les Guadeloupe. La francophonie aujourd'hui, tu vois, c'est comme un réseau, okay, où tu peux taper fort. C'est un réseau exclusif, je trouve, parce que c'est comme une de ces langues-là qu'elle n'est pas en train de se développer comme l'anglais. L'anglais, tout le monde veut apprivoiser l'anglais. Aujourd'hui, c'est même pour ça que, écoute, j'étais à Québec, je viens du Québec, là, je t'avoue, pour le réseau, il y avait comme 3 jours de colloque là-bas. Et c'était les entrepreneurs de la francophonie qui se réunissaient. Okay? On était 800 délégués qui venaient de partout au monde. Quand même. Okay? Et c'était le président Blackburn, le petit patronat québécois, qui organisait ça. Super bel événement.
Maintenant, ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, ici au Québec, on ne va pas rentrer dans la problématique de la langue, mais effectivement, la francophonie, c'est comme exclusif, en fait. Ça commence à être très difficile pour le français, tu vois. Donc, il fait qu'aujourd'hui, c'est un marché qui a besoin de se revendiquer, et c'est un marché où, quand on vient servir en français, surtout on voit d'autres personnes qui sont en gros tendance à devoir parler l'anglais ou l'espagnol et puis ils font un effort pour parler français, c'est un marché du marketing, ça fonctionne. Moi, je te dis, tu vas cartonner à faire des choses en français. Ça, c'est super. C'est la joy qui parle. La joy. C'est la joy qui parle, tu vois. Après. Et l'idée, c'est qu'une fois que tu fais ça, c'est du marketing, mon ami. C'est du marketing. C'est un marché que tu es capable d'aller prendre et c'est un marché où il n'y a pas beaucoup de contenu de ce genre. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de contenu de ce genre. Donc, il va faire que même ta clientèle, je dirais, naturelle, va même en gros s'intéresser aussi à ça. Donc, ça va créer encore d'autres types de liaisons. Tu vas être un ambassadeur. Puis, quelqu'un va écouter ça, il va dire, comme yo, c'est qui lui? J'aime pas ça, qu'est-ce qu'il fait? Fait qu'il va vouloir le faire. Fait qu'il va avoir l'influence, d'autres vont essayer de le faire. Puis là, ça va grossir. C'est ça l'idée. Tu pars un événement, tu pars en gros quelque chose et pouf, ça se construit. Et l'entrepreneuriat, c'est toujours la même chose. Hein. Après, on s'étonne que, après, par exemple, quand Tesla, à l'époque, ils ont dit oui, ils vont faire des voitures, des choses comme ça. Et là, aujourd'hui, on voit qu'il y a d'autres types d'entrepreneurs qui ont créé d'autres types de voitures électriques et ça fonctionne. Écoute, c'est ça qui va faire que la compétition se crée et c'est la saine compétition. Moi, je te conseille, va en Côte d'Ivoire, va à Djamé. Pour les Ivoiriens qui me connaissent là, si tu vas à Djamé, je suis sûr que tu vas réussir là-bas. On s'en va au Black Market. Lui, il est down. Lui, c'est sûr qu'il est down. C'est tout. Combien de dépenses? Tu vas à Djamé, je te promets, hein, les Ivoiriens qui m'écoutent, quand je te dis va à Djamé pour Black Market, ça c'est l'endroit le plus chaud d'Abidjan. Tu vas là-bas, là, tu réussis là, tu réussis partout à Abidjan. Tu vois? Parce que juste à Abidjan, il y a 4 millions d'habitants. Hein. Ok, ça c'est un petit Montréal. Montréal plus gros. Tu vois, c'est 4 millions d'habitants. Tu rentres, tu descends à l'aéroport. Tu vas voir toutes les nationalités. Tu vas voir des Chinois, tu vas voir des Vietnamiens, des Thaïlandais, des Américains, des Allemands, des Français, des Belges. C'est quoi une bonne assiette là-bas? Moi, je pense juste à la nourriture. Je m'en vais dans un pays, je pense juste à la nourriture. Bon, food truck, genre. Bon, je t'avoue, il y a un plat là que je conseille à tout le monde de le prendre. C'est un plat que je n'ai même pas envie de le dire parce que c'est mon plat. Ah, pénurie. C'est ça le problème. Après, ça crée des pénuries, tu vois. C'est de la loco. La loco, ok. C'est très simple. Hein. C'est de la banane frite, coupée en cubes, avec une sauce tomate un peu pimentée. Là. Avec, tu mets soit avec du poisson braisé et tu ajoutes un bon plat d'atchiké là-dessus. Tu fais ta sauce. Ça, c'est en gros, tu peux le manger partout. Là. En gros, tous les touristes qui vont là-bas, c'est ce qu'ils mangent. Ça qu'ils mangent. Mais après, il y a des sauces. Là. Il y a des sauces. En fait, en réalité, en Côte d'Ivoire, quand tu mets un ingrédient dans la sauce, ça te donne le nom. Par exemple, tu mets une graine, ça te fait la sauce graine. Sauce graine. Tu mets de l'arachide, ça fait de la sauce arachide. Sauce arachide. Tu mets des feuilles, ça fait de la sauce feuille. Sauce feuille, ok. C'est ça, là. Tu mets du caillou, tu fais sauce caillou. Ok. Et finalement, je veux donner un gros shout-out, les barbers, des barbers dans la Rive-Nord à Terrebonne, spécifiquement Prestige Barbershop. Regardez la chasse. En ce moment, il n'y a pas de chasse, ça que vous allez vous dire, mais c'est correct. Parce que même après 3 semaines, la job est tellement belle, c'est encore pertinent. Fait qu'il n'y a même pas de besoin de 2, 3 chasses après, c'est encore là. Puis ça, ce qui se passe quand vous avez un maître barbershop qui s'occupe de vous. C'est mon thérapeute aussi, parce que quand je m'assois, le gossiping entre gars. Vous avez jamais entendu des gars gossip, mais c'est nice parce que c'est notre thérapie entre les boys. Donc, si vous êtes de la Rive-Nord, Terrebonne, Mascouche, Laval, allez faire un tour entre la 25, Boulevard des Seigneurs. Donc, Prestige Barbershop, shout-out à tous les barbers vraiment qui sont là pour nous. Est-ce que vous êtes prêts à retourner à notre épisode? Non, en fait, en réalité, c'est très simple. On est très simple, au fait, en Côte d'Ivoire. Et moi, je conseille vraiment à toutes les personnes qui m'écoutent de tester l'Afrique en général. Tu vois, et l'Afrique, là, c'est pas juste l'Afrique du Sud. Hein. C'est pas juste aller voir. Genre très basic. C'est pas aller voir, c'est ça. C'est pas ça. C'est pas juste aller voir, en gros, les animaux qui sont de l'autre côté. Safari. Safari, il y a autre chose, là, tu vois. C'est complètement autre chose. Je suis allé au Bénin, moi, par exemple, tu vois. J'étais au Bénin, j'ai visité Oulda. C'est vraiment une ville qui a connu, en gros, où tous les Noirs se faisaient déporter lors de l'esclavage.
Ok, et puis on voit toujours les traces là-bas. Tu vois, en gros, donc tous je dirais les Noirs américains, des choses comme ça, qui veulent connaître un peu leur culture, même les Haïtiens qui veulent connaître leur culture, qui viennent du Bénin. Là, c'est comme la source. Tu vois, c'est la source, à Wilda. Et ça, moi, j'invite même des gens à aller au Bénin, parce que c'est vraiment, je dirais, une culture qui est très affirmée aussi. Ce sont des gens qui sont gentils. Et parce que je fais aussi de la business là-bas aussi, tu vois, donc ils sont gentils et quand tu te balades dans les rues, c'est propre. Okay, moi, j'adore la culture béninoise. Et à Wilda, tu vois, c'est vraiment très émotionnel. Parce que quand je suis arrivé là-bas, j'étais vraiment touché par ce que je voyais. Et parce que j'ai fait le parcours, hein, quand on prenait l'homme ou la femme et puis on l'amenait jusqu'à l'eau. C'était vraiment très, 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 très émouvant. Et puis c'est beau, c'est beau. Et puis surtout, culturellement, tu sors de là, tu es grand. Ouais, tu sais d'où tu viens. Et après, du coup, tu n'as pas peur de l'autre. Tu te renfermes pas. Tu vois, et tu vas pas là-bas comme tu vas pas avoir un sentiment de haine, non, au contraire. Tu sais d'où tu viens, c'est ton histoire, tu es fier de ton histoire et tu avances. Et c'est ça qui va faire la beauté. Bon, qui fait que moi aujourd'hui, quand je parle avec des gens, j'ai aucune animosité, j'ai aucun problème, je dirais, de personnalité, et qui fait que je m'exprime et puis je suis fier de mon histoire. Il y a quelque chose que je voudrais te demander, puis je vais donner un exemple. Quelque chose qui vient de la Côte d'Ivoire, que quand je l'ai utilisé pendant les conversations avec d'autres Ivoiriens, genre, ils vont dire comme « Ah, comment tu connais ça? » Puis je te raconte, parce que j'ai trouvé ça nice, parce que j'ai rencontré un Camerounais. Ouais. Il me raconte d'où ça vient, Cameroun. Ouais, tu connais l'histoire? Vas-y. Ben, le Cameroun, dans le fond, c'était une colonie portugaise. Okay. Puis il y a une rivière, j'ai oublié le nom, mais elle était remplie de crevettes. Crevettes, en espagnol, c'est camarón, mais en portugais, ça sonnait comme Cameroun. Fait à cause de vraiment cette connotation-là. Exactement. La rivière aux crevettes. Cette appréciation pour la crevette, camarón, quelque chose comme ça, je sais pas, portugais, corrigez-moi, mais Cameroun est devenu le nom. Ah, ok, ça, je savais pas ça. Fait que tu vois, je sors ça dans une conversation, t'es comme... Ça, c'est pas mal. Fait on voit que le mec s'informe, c'est bien, c'est bon, c'est bon, c'est parfait. T'as compris, ça, vous sortez ça devant un Camerounais, là. Si lui, il connaît pas ça, je suis comme... Bam, là, tu l'as eu, là, tu vois. Mais tu sais, la Côte d'Ivoire... Dis-moi, c'est quoi l'intellect? Déjà, les Ivoiriens, tu vois, bon, il y a beaucoup je dirais, d'éléphants. En fait, il y avait beaucoup d'éléphants à l'époque. Okay? Et c'était comme une côte à ivoire. Tu comprends? Donc, dans le sens qu'il y avait beaucoup d'éléphants, il y avait de l'ivoire. Donc, du coup, même le symbole de la Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Et donc, il fait qu'en gros, c'est la côte à ivoire. Tu vois? Et donc, c'est dans ce sens-là que d'où le nom Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. C'est la côte à ivoire, en fait. Donc, c'est ça l'idée. Maintenant, bon, moi, je me suis fait beaucoup niaiser. Pourquoi? Parce qu'on dit quoi? Les Ivoiriens, ils ne voient rien. Ça, c'est une insight que je te donne. Là. Tu vois un Ivoirien, là. Tu dis, mais toi, tu portes pas de lunettes. Effectivement, je porte des lunettes parce que je vois rien. Oh, tu vois rien. Donc, il fait que concrètement, il y a comme un débat aussi en Côte d'Ivoire. On veut arrêter de dire que ce sont des Ivoiriens. On veut les appeler des Ivoirois. Des Ivoirois, ok. Des Ivoirois. Okay, pourquoi? Parce qu'en gros, c'est pour donner une certaine forme de fierté que nous sommes des rois, ou bien des Ivoiriennes. Ouais. Nous sommes des reines, tu vois. J'aime le jeu de mots. Donc, qui fait que là, il y a des gens politiques qui sont en train de mettre ça en place. Là, fait que cette connotation ivoire-roi, ivoirienne est répandue? Bon, elle n'est pas encore répandue, mais il y a comme en gros toute une partie politique qui est en train de mettre ça en place pour en gros apporter une certaine fierté à la Côte d'Ivoire, tu vois. Et ça, c'est bon. C'est un bon jeu dans le sens que c'est pour donner en gros cette forme de fierté, c'est une forme d'assurance aussi. C'est toujours la même chose. C'est pour améliorer en gros la perception des Ivoiriens envers eux-mêmes. Moi, ma tête marketing, tout ce qu'elle pense, c'est si j'ouvre une lunetterie, Ivoire-roi. T'as vu ça? Mais tu mets Ivoirien, tu vois. Ouais, là, exactement. Du coup, tous les Ivoiriens vont venir. Ouais, tu vois, Ivoirien. Bang! Ah, mais écoute, c'est clair qu'aujourd'hui, moi je dirais, bon, après pour sortir de la Côte d'Ivoire, pour résumer un peu, là aujourd'hui, je suis au Canada, je suis avec toi. J'adore en fait ce que le Canada m'a donné, concrètement. Parce qu'on a tendance à dire que oui, il n'y a pas de marché ici, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Mais tu sais, le Canada m'a apporté une certaine forme d'assurance. Okay? Des valeurs aussi. Dans le sens que, tu sais, ici, là, on prend le bus. Mais quand on prend le bus, on fait la queue. Tu vois? On respecte les gens. On dit bonjour.
Même s'il y a des gens qui peuvent dire qu'on ne dit pas bonjour, mais on dit bonjour. Les gens sont gentils. Ouais, les gens sont gentils. Il n'y a pas d'animosité dans la rue. Tu vois, il n'y a pas d'animosité dans la rue. Et je t'avoue, la majorité des gens ici que j'ai vus, qui sont multiculturels, moi j'habitais à Bois-Franc, bon j'ai toujours ma maison là-bas à Bois-Franc, mais l'idée c'est qu'à Bois-Franc, quand tu vas à Bois-Franc, il y a des Indiens, il y a des gars de Salvatore, il y a des gars de Colombiens, des Vénézuéliens, des Ivoiriens, des Québécois. Et cette multiculturalité là qu'on voit ici, ça moi j'adore. Ça, tu vois. Yeah. Et en gros, c'est ça qui m'a apporté le Canada. Et qui fait que moi, quand je sors de là, je peux te dire... hein, je suis Canadien. Quand je pars dans d'autres pays, je dis je suis Canadien. J'ai le passeport canadien, je suis fier. Et qui fait que souvent, et ça, je veux que tout le monde le retienne, c'est qu'on dit toujours que c'est toujours vert ailleurs. Mais c'est aussi vert ici, même si souvent c'est blanc parce qu'ici il y a la neige, mais c'est vert dans notre pays. Au Canada, il fait beau à vivre. Ben oui, okay? Ben oui. Au Canada, moi, c'est le Canada, c'est le système canadien qui a fait qu'aujourd'hui, je peux me lever avec la formation que j'ai pour dire que je vais aider les autres pays. Ou bien aider la France, aider la Côte d'Ivoire, aider le Bénin, aider ci, aider ça. C'est parce que c'est le Canada qui m'a formé. Donc cette reconnaissance que j'ai là, c'est hyper important. Tu comprends? Et ça, moi, j'invite vraiment, malgré les difficultés qu'on peut avoir ici, malgré peut-être une forme de discrimination qu'on peut vivre dans un certain sens, mais comparé à d'autres endroits, okay, on doit être positif. Parce qu'une fois que tu es positif derrière, quotidiennement, tu seras dans un mode positif. Et donc, du coup, quotidiennement, les choses positives vont venir vers toi. Du coup, tu seras motivé. Tu seras toujours, en gros, dans un sens de créer et de création. Et tu vas pas te dire, ah non, parce que je suis black, ah non, parce que je suis étranger, ou non, parce que je suis québécois, je ne peux pas réussir. Non. C'est faux. C'est faux. Tu peux réussir. Regarde où je suis là actuellement. Regarde là. Regarde ça. C'est magnifique là. Merci. Un gars de Salvador là, qui a acheté une belle maison et qui réussit à ton âge. Nicaragua, mais non, ça n'existe pas. Tu comprends? Nicaragua. C'est Nicaragua. Excuse-moi. Tu vois, c'est nickel. Mais tu non, comprends? exactement. Et qui fait que concrètement, c'est ça la beauté de l'histoire. C'est une fierté. Donc, pour la fierté du Canada, je tiens à dire, c'est un super beau pays. Regarde, moi, je suis très fier. Puis, tu sais, j'essaie de spread ce message-là le plus possible. Beaucoup de personnes se plaignent. Oh, on va déménager à Miami. Je comprends. J'ai habité aux États-Unis. Mais oui, mais tu peux déménager à Miami. Mais ça change rien. Tu peux déménager, tu peux voyager. Tu peux partir et tester ailleurs. Je ne dis pas le contraire. Je suis en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et je vis très bien en Côte d'Ivoire. Mais par contre, je ne vais pas renier mes origines canadiennes et je ne vais pas renier aussi ce que le Canada m'a apporté. Qui t'ont donné ces opportunités de te transformer en cette personne que tu es en ce moment. Que je suis. C'est exactement ce message-là que je veux passer et que je passe actuellement. Puis, tu sais, vraiment pour terminer ça, tu sais, quelque chose que je suis curieux, tu sais, comment ça a été la transition pour la famille de s'en aller, tu sais, vraiment comme... Pas nécessairement abandonné ici, mais tu sais, vraiment l'adaptation. Tu as des enfants, je pense, qui sont dans le primaire. Exact. Ta femme aussi, sa femme, c'est une Italienne, vraiment, canadienne, tu te retrouves vraiment dans un monde où est-ce que c'est elle la minorité. Là. Absolument. Et effectivement, c'est elle la minorité là-bas. Effectivement. Tu sais, c'est toute une forme d'adaptation. Okay? Mon fils, il a 7 ans aujourd'hui. Okay? Effectivement, lui, c'était beaucoup plus facile pour lui. Okay? Mon fils, il est inconscient, plus ou moins insouciant de son environnement. Il joue, il est cool, il rigole, tout ça. Okay? Ma fille, faut savoir que c'est une fille qui mange des hamburgers, qui mangeait les poutines, qui aimait le ski. Elle a 10 ans. Qui avait skié, qui avait des amis à elle. Tout. Donc, qui fait que, définitivement, c'est beaucoup plus complexe la transition, surtout pour un enfant. Tu comprends? Et donc, du coup, mon rôle maintenant, à moi comme père, c'est pour lui montrer effectivement que partout où on va, qu'on soit en Côte d'Ivoire, en Afrique, au Sénégal, au Nigeria, au Québec, en France ou aux États-Unis, c'est la famille qui est plus importante. Okay, ça, c'est un premier point que je l'apprends, je l'enseigne, tu vois. Et c'est vraiment un choc pour elle aussi, là, tu vois, d'apprendre ça à 10 ans, c'est pas facile, tu vois. Mais par contre, elle y arrive maintenant. La fois passée pour son anniversaire, là, il y avait pratiquement 60 enfants à la maison. Tu vois, ils sont baladés, ils ont joué, ils ont fait les Jeux Olympiques à la maison. Il y avait une équipe du Canada, il y avait une équipe de la France, il y avait une équipe de la Côte d'Ivoire. C'était magnifique, tu vois. Ma femme aussi,
Bon, ma femme, ok, effectivement, c'est bon. Là, elle a pas 10 ans. Hein. Donc, elle aussi, elle fait son expérience. Tu vois, elle fait son expérience. Et je peux dire que là, même, elle vient en vacances ici pour un mois avec les enfants. Elle me disait tantôt, effectivement, elle travaille beaucoup. Donc, est-ce que c'est nécessaire qu'elle vienne? Elle veut rester en Côte d'Ivoire pour travailler parce qu'on a des objectifs à atteindre. Effectivement, au début, c'était difficile. Tu vois, au début. Le changement, la mentalité est différente. Okay? La mentalité est complètement différente. Donc, il faut s'adapter. Okay? Quand je dis elle est différente, ce n'est pas qu'elle n'est pas bonne, mais elle est meilleure, mais elle est différente. Culturellement, c'est différent. Il faut travailler différemment. Les employés, c'est différent. Les boss, c'est différent. Tout est différent. Donc, c'est une adaptation à faire. Et c'est une adaptation, si tu viens pour réussir en plus dans le pays, comme un entrepreneur, tu dois t'adapter rapidement. Tu comprends? Et donc, effectivement, au travail... Et dans la vie quotidienne, elle s'adapte. À la maison, d'un point de vue intime, effectivement, c'est plus difficile, on discute. Et elle me réconforte, je la réconforte, parce que c'est ça aussi le couple. Mais sinon, en gros, quotidiennement, on travaille fort pour vraiment bien passer à travers tout ça. Parce que c'est clair que là, maintenant, aujourd'hui, je peux te dire que on ne se voit pas vivre ailleurs, en fait. Oh, nice, c'est intéressant. On ne se voit pas vivre ailleurs. Parce qu'on a créé quand même un cadre de vie qui fait que ce cadre de vie-là, je ne pouvais pas l'avoir ici obligatoirement, tu vois. Même si ici... Et c'est quoi, au juste, ce cadre de vie-là que... Tu sais, ce confort-là? Je passe mon temps de qualité avec mes enfants, tu vois. La vie est moins rapide. La vie est moins rapide. Tu vois, je suis pas tout en train de courir pour faire des activités de gauche à droite avec mes enfants, checker mon boulot, checker les clients, faire ci, gérer mes enfants. Non. En fait, quand je suis avec mes enfants, c'est de la qualité. C'est famille. C'est famille. Je vais, par exemple, chaque week-end, je change d'endroit, je vais à la plage, je vais au lac, je vais visiter des choses touristiques, je vais découvrir, je passe le temps avec mes enfants. Et en plus de ça, je ne sais pas qu'est-ce qui a pris le lycée. Bon, en fait, mes enfants sont dans le lycée français là-bas. Ils finissent à midi. Ils finissent à midi. Okay. Donc, de midi à 8h le lendemain, ils sont à la maison. Donc, ils sont à la maison, donc ils font des activités. Quand je viens à la maison, je mange avec eux. Ma femme reste aussi avec eux. Donc, du coup, c'est du temps de qualité. Tu vois. Et en plus de ça, on a des personnes aussi qui nous aident, en gros. C'est plus facile aussi à avoir des gens qui nous aident à la maison. Avoir un staff de maison. Avec des staffs de maison. Moi, j'ai un gardien. Non, excuse-moi, j'ai 2 gardiens. J'ai 2 nounous. Une nounou pour moi et puis une nounou pour les enfants. J'ai un chauffeur, j'ai un jardinier. Donc, il fait que concrètement, c'est tout un staff aussi qui vient pour m'aider. La maison payroll. C'est exactement ça. En fait, qui vient m'aider à la maison et que je passe du temps avec ma famille. Et c'est du temps de qualité. Et qui fait que concrètement, l'ambition de grandir, l'ambition de tout le temps développer son entreprise, elle est saine. Parce qu'il faut aussi payer tout ça, tu vois. Mais par contre, en gros, j'ai le choix aussi d'être avec ma famille et de prendre du temps avec ma famille et de voyager. Parce que concrètement, là, on est en Côte d'Ivoire, donc la France est proche, la Grèce est proche, l'Espagne est proche, tout est proche, là, tu vois. Tout est proche. Le Maroc est proche, le Sénégal est proche. Il y a beaucoup d'options de voyage. Donc, il y a des options de voyage. Je ne vais pas tout le temps à Cuba ou bien... ça vient redondant à un moment donné. C'est ça l'idée, tu vois. Donc, il fait que concrètement, c'est une autre dynamique. Tu vois, c'est une autre dynamique. Et puis, cette dynamique, en gros, il faut s'adapter. Donc, ma femme, elle s'est adaptée. Là, aujourd'hui, elle revient en Côte d'Ivoire, au Canada, au mois de juillet, et après 3 ans pratiquement. Tu vois, 3 ans qu'elle n'était pas venue. Donc, 3 ans que mes enfants aussi ne sont pas venus. Moi, je suis venu 2-3 fois là, pour le travail, vu que je suis secrétaire général de la Chambre de commerce. Donc, qui fait qu'elle va redécouvrir son pays. Et je lui dis maintenant que ça coûte cher ici. Hein, parce que, concrètement... la fois passée, j'ai pris un Uber, là. Ah ouais, ça coûte cher, hein? Ah ouais, j'ai fait comme Henri Bourassa à Laval. Ça m'a coûté comme $45. Cher! Métro Henri Bourassa. Dans la journée? C'est $45. Dans la journée, ça m'a pris $45. Peut-être qu'il a vu que si j'étais à l'étranger aussi, il m'a touché. Ouais, c'est... Ah oui, $45, ça m'a pris. C'est intense, tu vois. Et qui fait que quand je vois ça, je dis, oh, ça coûte cher. Quand même, c'est mieux là-bas, là. Donc, il fait que je lui dis, écoute, quand il va venir ici, là, tu vois, il faut se réadapter. Le restaurant, à chaque fois que je vais au restaurant, ici, là,
Le verre de vin, c'est $8, c'est $10, c'est $16, ça dépend où je vais. Et la bouffe, c'est minimum $30-40 maintenant. Donc, il fait qu'il faut le type en plus. Donc là, la vie a commencé à être plus chère ici, tu vois. Ah, je retourne là-bas. Tu vois, donc c'est ça l'idée, tu vois. Là, ça fait comme 2 semaines, ça fait une semaine, 10 jours que je suis là. Là. J'ai dépensé beaucoup d'argent déjà, tu vois. Au Super C, là. C'est ça, je vais au Super C maintenant, je te jure. Je te jure, là. Fin de voyage, c'est pas facile, mission, tu vois. là. Non, si, sérieux. C'est clair qu'il y a une question d'adaptation, on s'adapte, tu vois. Et je pense que n'importe quel type de personne... J'ai beaucoup de Québécois, en fait, entre parenthèses. Beaucoup d'amis, beaucoup d'investisseurs et d'entrepreneurs québécois qui sont venus en Côte d'Ivoire, comme par exemple Maxime Victor. Okay? Ouais. Maxime Victor, il est venu en Côte d'Ivoire. On s'est vu là-bas plusieurs fois. Il y a d'autres, il y a Cédric aussi qui est venu. Cédric qui travaille dans l'immobilier. Il est venu en Côte d'Ivoire et ils ont adoré la Côte d'Ivoire. Tu vois, ils ont vraiment adoré la Côte d'Ivoire. Parce que concrètement, en termes d'adaptation, c'est facile. Puis sécurité, la sécurité, comment elle est La sécurité. Depuis que je suis arrivé, j'ai jamais eu de problème de sécurité en Côte d'Ivoire. Mais moi, un latino qui va là-bas, est-ce que le monde me regarde? Bon, le gros problème, c'est que c'est ta femme qui aura des problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont te courir après. C'est ça le problème, tu vois. Elle aura des problèmes, elle sera trop jalouse, tu vois. Parce qu'un beau gosse comme toi, ça passe pas inaperçu, tu vois. Ok, ouais. Tu viens, tu travailles, tu cartonnes et puis, non, sérieusement, tu passes pas inaperçu. Donc c'est ça la sécurité. Donc méfie-toi, il y a beaucoup de filles qui vont te courir après et c'est pas bien ça. Je suis hors le marché. Hors le marché, tu vois. Et ça, c'est ça la sécurité. Donc, pour dire vrai, là, tu vois, il n'y a pas de problème de sécurité, tu vois. En termes de... Il y a des caméras partout, ok. Il y a des caméras dans les routes, des caméras partout. Il y a des ponts où il y a des caméras où, en gros, quand tu passes même la vitesse, on te flash et puis on t'amène ça chez toi, là. C'est ça, là. On est rendu là en Côte d'Ivoire, là, tu vois. C'est vraiment très développé. Et là même, je suis en train de faire une application aussi en Côte d'Ivoire que je vais donner ça à des municipalités. Je suis en train de digitaliser même une municipalité en Côte d'Ivoire où je vais faire en gros, je vais digitaliser toute la documentation pour que quand un citoyen a besoin de documents, il soit digital, il clique et puis il se fait livrer un extrait de naissance, une carte vitale, etc., etc. Pour se faire digitaliser et se faire envoyer les documents directement chez lui. Et qu'est-ce que je vais mettre en gros dans l'application ? Je vais mettre en gros un service d'alerte. Tu vois, par exemple, il y a un trouble, n'importe quoi, comme ici, alerte Amber. Genre d'Equifax ? Comme non, alerte Amber, je dirais. Okay, alerte Amber, je vais mettre ça dans l'application pour que derrière, quand il y a un problème de sécurité, pouf, ça sonne, ça alerte tout le monde dans un rayon X autour du problème. Okay, donc ça va en gros juste encore augmenter ce niveau de sécurité. Toi, tu es un innovateur, hein? Oui, je travaille beaucoup, je t'ai dit, je travaille beaucoup. Même que tu sais pas ça, on n'a pas parlé de ça. Il y a la Coupe d'Afrique qui se passe en Côte d'Ivoire l'an prochain. Oh. Qui dit Coupe d'Afrique, qui dit des Corruption. millions. Non, c'est faux. Des millions. Bon, c'est pas FIFA, c'est la Coucane. Ok, my bad. Mon ignorance. La FIFA, c'est autre chose. Donc, l'idée, c'est qu'il y a des millions de gens qui vont venir en Côte d'Ivoire. Ok. Et aujourd'hui, qui dit millions de gens, qui dit millions d'opportunités. Ok. Donc là, en gros, en termes de voyage, en termes de services, en termes de tourisme, ça va vraiment cartonner. Tu vois, et tous les services, en gros, vont se digitaliser. Tous les hôtels vont se digitaliser. Et moi, qu'est-ce que je dis simplement ? Pour toutes ces personnes-là qui veulent profiter et aller en Côte d'Ivoire à cette période-là, c'est juste une question de service. Il faut juste accroître votre niveau de service. Okay ? Et associez-vous avec des entreprises ivoiriennes parce qu'aujourd'hui, comme ça se passe en Côte d'Ivoire, il y a la règle qui s'est dit que ce sont les entreprises ivoiriennes qui doivent avoir des marchés pour stimuler la consommation, pour stimuler les entreprises ivoiriennes. Donc ça fait que les entreprises canadiennes qui veulent venir, elles doivent venir et s'associer avec les entreprises ivoiriennes en partenariat pour proposer des services de qualité. Et ça, c'est une forme d'économie inclusive, je dirais. T'as ouvert une grosse boîte d'opportunités de réflexion. Ouais, il y a des opportunités réelles là-bas. C'est super intéressant, puis c'est drôle, parce que quand je t'ai parlé aussi de comment la transition était avec la famille, parce que même avec ma femme, on a déjà eu cette discussion, on s'est dit, seront-on ouverts à faire un déménagement quelque part? On a trouvé une île où est-ce qu'on serait super à l'aise, où est-ce que j'adore la place, puis... mais tu sais, encore là, des trucs comme ça, ça je me donne peut-être un 5 ans encore. Là.
Quand je suis dans ma quarantaine, couple de millions, comment être confortable, puis vraiment faire investissement, des trucs comme ça. La Guadeloupe aussi, c'est une belle place. Hein. Moi, j'adore la Guadeloupe. C'est Aruba. Aruba, ouais. Ah ouais. Mais moi, c'est ma mère est guadeloupéenne, c'est pour ça aussi. Moi, j'adore la Guadeloupe. Martinique, là, tu vois. Hein? Ouais, tu vois. La beauté de ce podcast-là, c'est qu'il y a tellement de monde de partout. Tu as vu ça, hein? Je suis content moi, j'adore la Guadeloupe, là, tu vois. Martinique, les îles. J'adore. J'ai jamais été dans ces îles-là. Ah non, si, c'est top. C'est 4 heures de vol, hein, tu sais. C'est 4 heures de vol. Tu arrives en Martinique ou en Guadeloupe, tu vois, c'est pas très loin. Et aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de Guadeloupéens aussi qui viennent, tu vois. Yeah. Mais tu sais, moi, j'ai fait comme 3-4 ans en Guadeloupe même, tu vois. J'étais à l'université là-bas. Tu sais, je voulais comme changer, là, tu vois. Je voulais changer d'air, tu vois. Et tout de suite, rapidement, j'ai fait le tour de l'île, tu vois. Et c'est dans ce sens-là que je dis, je suis parti en France. Je suis allé à Paris. Mais sinon, concrètement, la vie là-bas, j'avais un gros problème parce que l'université se trouve juste à côté de la plage. Ouf. Ça, c'était un gros problème. Tu rigoles, toi. Ça, c'était un gros problème, tu vois, parce que j'avais un choix à faire, là, tu vois, entre la plage, l'université. C'était compliqué. Donc, qui fait qu'après, j'ai dit, OK, je suis parti. C'est pas trop influent. C'était très difficile. Mais c'était super. J'ai beaucoup apprécié les îles, des choses comme ça. Et encore une fois, en gros, la Guadeloupe, quand j'étais en Guadeloupe, il y a peu de gens qui connaissaient la Côte d'Ivoire. Et qui connaissaient même l'Afrique, tu vois. Il y a peu de gens qui connaissaient là-bas, parce qu'en plus, à l'époque, c'était dans les années... c'était très loin, 98, 99, 2000, tu vois. Il y a très peu de gens, en plus, qui connaissaient l'Afrique. Quand moi, je suis arrivé, tout le monde me parlait créole, tu vois. Tout le monde me parlait créole, tu vois, parce que, bon, du coup, j'ai dû apprendre le créole. Tout le monde me parlait créole parce que, bon, ils se disaient, tu es un black, là, donc tu es guadeloupéen. C'est aussi simple que ça, tu vois. Tu es guadeloupéen, c'est aussi simple que ça, tu vois. Donc, du coup, ok, tu parles pas guadeloupéen, donc tu viens de France, donc tu es guadeloupéen, tu vois. C'est pareil, tu vois. Mais concrètement, ils connaissaient pas obligatoirement la Côte d'Ivoire, donc j'ai dû expliquer, j'ai dû parler. Donc, il fait que là, maintenant, tu vois, c'est la culture ivoirienne et africaine qui a fait que derrière, avec la musique, tu parlais d'Afrobeat là tantôt, qui faisait que derrière, maintenant, on est ouvert maintenant. Tu vois, là, maintenant, aujourd'hui, tu vas en Guadeloupe, les gens, ils connaissent, ils savent. Tu vois, c'est pas la musique. Et qui a fait que c'est un courroie de transmission et qui fait que c'est magnifique. C'est exactement, puis c'est pour ça que je trouve que c'est très important, cette vague-là d'Afrobeat, parce que ça fait découvrir vraiment un autre monde pour toutes les personnes qui n'étaient pas au courant, qui ont cette vision, sinon cette perception que l'Afrique c'est X à cause de vraiment comment les médias sont, les livres, vraiment, toi venir ici, ouvrir vraiment les chapitres sur la Côte d'Ivoire, je suis sûr que tu vois sur YouTube, sur la Côte d'Ivoire, tu vas voir d'autres types de contenus où est-ce que ils vont montrer un autre côté, mais je pense que comment tu l'as verbalisé. Mais tu sais, regarde, toi, fais un exemple. Tu ouvres YouTube, tu tapes Côte d'Ivoire, tu vas voir un contenu. Moi, j'ouvre YouTube, je mets Côte d'Ivoire, je vois un autre contenu. Tout simplement à cause des data, des big data, dans le sens que tu as l'habitude, tu regardes des choses que moi, je ne regarde pas. Moi, je regarde des choses, je regarde des hommes d'affaires, je regarde en gros du business, je regarde en gros des entrepreneurs ivoiriens, j'essaie de pousser un peu l'économie ivoirienne, et qui fait que moi, quand je vais retaper, pouf. Mais par contre, je peux te dire, dans des endroits un peu éloignés, où les gens ne sont pas encore familiers à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique, quand ils tapent YouTube Côte d'Ivoire, ils vont voir un gros ventre d'un enfant avec des mouches qui tournent autour de lui, et il va dire « Ah merde, c'est la famine là-bas ». Mais check, c'est la famille là-bas, tu vois. Ouais, mais justement, c'est pour ça que c'est super intéressant ce podcast-là. Qu'est-ce qu'il peut faire? Parce qu'il va chercher, vraiment, je rencontre des personnes qui changent complètement la perception. Ah oui, la vision des gens, tu vois. Donc, c'est aussi simple que ça, tu vois. C'est changer cette vision des gens, tu vois. Et moi, je tiens à dire que, concrètement, je suis allé en Côte d'Ivoire, j'étais bien ici, je faisais 6 chiffres de revenus, et même plus. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, et la vie est belle. Mot de la fin? Le mot de la fin, je parlais plutôt des entrepreneurs maintenant, les mots de la fin. OK. C'est, moi, je travaillais à Bombardier pendant 8 ans. OK? Et quand j'étais à Bombardier, je travaillais bien. J'avais un bon salaire à Bombardier. Je travaillais à Ville-Saint-Laurent, OK, au laboratoire d'analyse de défaillance. En réalité, quand il y avait un avion qui se plantait, ou bien qu'il y a une pièce qui se cassait,
C'est nous, on devait comme signer pour que ça puisse voler. Donc, c'est une poste à responsabilité. Okay? J'ai adoré ça. Mais par contre, je ne me sentais pas à ma place. Okay? Mais par contre, j'avais peur. J'avais peur de changer, de faire un move. Okay? Parce que je me disais que j'ai fait tout ça de voyage. Je suis allé en Guadeloupe, en France, au Canada maintenant, pour réaliser mon rêve de travailler dans la plus grande entreprise aéronautique privée du monde. Et puis, à Bombardier, il y avait 20 000 personnes. Moi, on était 5 dans le laboratoire, 5 à faire mon métier. Donc, c'était très spécifique. Et donc, du coup, je me disais, je ne pouvais pas entreprendre, laisser tomber ça pour faire autre chose. C'est trop risqué. C'est pas possible. Ouais. C'est trop risqué. Mais tu sais, j'ai dû suivre, en gros, il y a une petite voix qui me disait, essaye, sinon tu vas toujours regretter. Tu comprends? Essaye, sinon tu vas toujours regretter. Et cette petite voix-là, je l'écoute jusqu'à aujourd'hui. Et je me dis que je me mets souvent dans des situations où mon corps est là. Je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que je fais là? Je dis, mais comment j'arrive, en gros, à parler devant un public de 10 000 personnes? Je ne veux pas, là, mais en gros, je suis là. T'es là. C'est ta job. C'est ma job, je le fais. En réalité, just do it. Just do it. Et écoute ta petite voix, là, qui te dit, organise-toi, structure-toi, mais en mouvement. Par exemple, même dans l'immobilier, il y a des gens qui font des cours en immobilier. Ils font même des masters de cours d'investissement en immobilier, mais finalement, ils n'investissent jamais. Parce qu'ils sont toujours dans l'apprentissage. Ils ont peur. À un moment donné, là, tu vois, tu dois te dire que c'est pas que ça, là. C'est pas que ça, là. Non. Il y a autre chose. Et ce autre chose-là, tu peux le faire, tu peux le toucher en écoutant ta petite voix. Tu comprends? Et c'est cette petite voix-là qui doit te guider dans ta vie quotidienne. Et avec ta structuration, ton expérience et ta petite voix, ça te guide et puis tu touches. Et tu fais. Just do it. Wow. Billy. Merci beaucoup. C'était super éducatif sur la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'opportunités. Super. Je vais me lancer dans mon application parce que on dirait que ça me tente. S'il y a une game de soccer aussi là-bas, là, comme tu dis, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique. La CAN. Tu vois? C'est exactement ça, la Coupe d'Afrique des Nations. Okay. Bon, et c'est le moment d'y aller. On se donne un an. Ça, c'est l'événement que tu disais. Là, c'est l'événement, là, tu vois. Tout le monde va venir. OK. Tout le monde. Et quand je dis tout le monde, là, c'est des Australiens jusqu'à des Canadiens qui vont venir en Côte d'Ivoire. Au Yellow Sea de Côte d'Ivoire. That's it, bro. Oh. Merci beaucoup pour ton passage. Ce fut un plaisir. Définitivement. Merci à toi. Yellow Sea Podcast, guys. Guys, on recommence Rewind Selecta. Welcome.